Tu n'as pas été trompé, pas vraiment, pas de façon classique. Il n'y a pas eu une autre personne découverte, pas de message trouvé par hasard, pas de mensonge grossier. Et pourtant, tu as cette sensation précise et difficile à formuler que quelque chose t'a été retiré, que la personne qui est en face de toi est là, physiquement présente, fidèle sur le papier, mais absente d'une façon que tu n'arrives pas à nommer. Et tu te demandes si tu as le droit de souffrir de ça, si ce que tu ressens est légitime, si l'absence de trahison visible signifie qu'il n'y a pas eu de trahison du tout. Je suis Rose, la petite sœur de Femme Claire. Et cette question, celle de la différence entre l'infidélité et le détachement émotionnel, elle est plus profonde qu'elle ne le semble, parce qu'elle touche à quelque chose que peu de gens osent regarder en face. L'idée qu'on peut perdre quelqu'un sans qu'il parte, qu'on peut être quitté sans rupture, qu'il existe des formes d'absence qui ne laissent aucune trace visible, mais qui font exactement le même effet qu'une trahison. Commençons par poser les choses clairement. L'infidélité, dans sa définition la plus commune, c'est une rupture de l'accord exclusif entre deux personnes, un acte, une transgression physique ou émotionnelle avec une tierce personne. Quelque chose qui se passe en dehors de la relation et qui la viole. Le détachement émotionnel, lui, se passe à l'intérieur de la relation. Ce n'est pas un acte dirigé vers l'extérieur, c'est un retrait progressif vers l'intérieur. Une personne qui cesse d'investir émotionnellement dans ce qu'elle partage avec toi, qui reste mais ne s'engage plus, qui répond mais ne se donne plus, qui est là sans vraiment être là. Et la question est la suivante. Est-ce que ces deux choses font le même mal ? Est-ce que l'une est moins grave que l'autre ? Est-ce que l'une mérite d'être nommée trahison au même titre que l'autre ? Ma sœur a une position très tranchée là-dessus. Pour elle, le détachement émotionnel n'est pas une trahison, c'est une évolution. Elle dirait que les sentiments ne se commandent pas, qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne plus ressentir ce qu'il ressentait, et que confondre le retrait émotionnel avec une faute morale est une erreur de catégorie. Elle dirait que la seule vraie trahison est le mensonge délibéré, l'acte conscient de violer un accord. Je comprends cette position, elle a une logique propre, mais je ne la partage pas entièrement, parce que je pense que le détachement émotionnel peut être une forme de trahison lorsqu'il est silencieux, lorsqu'il se passe sans que l'autre soit informé, lorsque quelqu'un continue de laisser croire à une présence qu'il ne donne plus, lorsqu'il continue de recevoir l'investissement de l'autre, sa confiance, son énergie, son amour, sans jamais dire « quelque chose a changé en moi, je ne suis plus là de la même façon ». Ce silence-là, ce n'est pas de la discrétion, c'est une forme de mensonge par omission. Et un mensonge par omission, dans une relation intime, a les mêmes effets qu'un mensonge dit à voix haute. Laisse-moi te décrire quelque chose de très concret. Tu es dans une relation depuis plusieurs années. Au début, il y avait quelque chose de vivant entre vous, des conversations qui duraient longtemps, une façon de se regarder qui disait quelque chose, une présence réelle, chargée, qui te faisait sentir que tu comptais pour cette personne d'une façon particulière. Et puis progressivement, quelque chose a changé. Les conversations sont devenues plus courtes, plus fonctionnelles. Le regard s'est vidé de cette chose indéfinissable qu'il contenait. La personne répond à tes questions, fait ce qu'il faut faire, joue le rôle qu'on attend d'elle. Mais quelque chose manque. Et tu le sens, même si tu ne peux pas le pointer du doigt. Et le pire dans tout ça, c'est que tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu es trop sensible, si tu inventes, si tu demandes trop. Parce que rien ne s'est passé de visible. Rien ne s'est passé que tu pourrais montrer à quelqu'un et dire « Regarde, voilà ce qui ne va pas ». Ce sentiment d'invisibilité de la douleur est l'une des choses les plus épuisantes qu'on puisse vivre dans une relation. Et c'est précisément là que réside la cruauté silencieuse du détachement émotionnel non communiqué. Il te fait souffrir sans te donner les outils pour nommer ta souffrance. Il te prive non seulement de la présence de l'autre, mais aussi de la légitimité de souffrir de cette absence. Il y a quelque chose que j'ai entendu Claire formuler un jour avec cette précision qui lui ressemble. Elle a dit que la douleur sans nom est la plus difficile à traverser. Que les gens guérissent plus facilement d'une trahison nommée que d'un vide qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'une trahison nommée donne quelque chose à quoi répondre. Un vide innommé, lui,
te laisse dans une forme de brouillard émotionnel où tu souffres sans savoir pourquoi et où tu ne sais pas si tu as le droit de souffrir. Et je crois qu'elle a raison là-dessus, complètement. Alors parlons de ce qui distingue un détachement naturel d'un détachement qui constitue une forme de trahison. Parce que tous les détachements ne sont pas des trahisons. Les sentiments évoluent, les relations traversent des phases. Il y a des périodes dans toute relation longue où l'intensité baisse, où la passion se transforme en quelque chose de plus stable, de moins spectaculaire, mais pas nécessairement moins réel. Ce mouvement-là est naturel, il ne constitue pas une trahison. Ce qui devient une trahison, c'est quand ce détachement est vécu secrètement. Quand la personne sait qu'elle n'est plus là de la même façon et qu'elle choisit de ne pas le dire. Quand elle continue de maintenir les apparences d'une relation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Par confort, par peur de la solitude, par habitude, par incapacité à affronter la conversation difficile. Et pendant ce temps, l'autre investit. L'autre continue de construire, l'autre planifie, espère, s'attache, approfondit, dans une relation qui pour l'un d'eux n'existe déjà plus vraiment. Ce déséquilibre d'information est une forme de violence émotionnelle, pas au sens spectaculaire du terme, mais au sens précis. Une personne qui sait quelque chose d'essentiel et qui choisit de ne pas le partager avec quelqu'un dont les décisions de vie en dépendent, cette personne lui retire quelque chose de fondamental, le droit de choisir en connaissance de cause. L'infidélité physique fait la même chose finalement. Elle prive l'autre d'une information qui changerait tout à sa façon de se positionner dans la relation. Et c'est précisément pour ça qu'elle est vécue comme une trahison. Pas seulement à cause de l'acte en lui-même, à cause du mensonge qui l'entoure. Le détachement émotionnel silencieux opère le même mécanisme. Il prive l'autre d'une vérité qui lui appartient. Maintenant, une question différente. Pourquoi est-ce que quelqu'un se détache sans le dire ? Il y a plusieurs réponses à ça. Et aucune n'est simple. Parfois, c'est parce que la personne elle-même ne sait pas vraiment ce qui se passe en elle. Le détachement peut être progressif, inconscient, non formulé même dans son propre intérieur. Elle sent que quelque chose a changé, mais elle n'a pas encore les mots pour le nommer, pas encore la clarté pour l'affronter. Parfois, c'est de la lâcheté, pas dans un sens méprisant du terme, mais dans un sens très humain. La conversation à avoir est difficile. Elle implique de faire du mal à quelqu'un. Elle implique de remettre en question une structure de vie entière. Et il est plus facile de rester dans le flou que d'avoir cette conversation. Et parfois, c'est de la peur. Peur de se retrouver seul. Peur de découvrir que ce qu'on ressent est définitif. Peur de ce que ça signifie sur soi de ne plus ressentir ce qu'on ressentait. Aucune de ces raisons n'est une justification. Mais les comprendre aide à ne pas rester dans une position de victime absolue face à quelque chose qui est souvent plus humain que malveillant. Ma sœur dirait qu'on ne devrait jamais rester dans une relation par peur, que la peur est l'ennemi de toute décision saine et qu'une relation maintenue par la peur de partir n'est pas une relation, c'est une prison volontaire. Elle a cette façon directe de nommer les choses qui ne laisse pas beaucoup de confort, mais qui est souvent juste. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que sortir de cette peur-là, que ce soit la peur de partir ou la peur de voir que l'autre s'en va, demande quelque chose qu'on développe rarement seul. Ça demande une honnêteté avec soi-même qui est inconfortable, qui oblige à regarder des choses qu'on préférerait ne pas voir. Parlons maintenant de ce que ça fait, à l'intérieur, de vivre avec quelqu'un qui s'est détaché. Il y a une forme très particulière de solitude que produit le détachement émotionnel dans une relation. Ce n'est pas la solitude de l'absence, c'est la solitude de la présence vide. Et cette solitude-là est peut-être plus dure à porter que n'importe quelle autre. Parce qu'elle ne te donne pas le droit de te plaindre clairement. Parce qu'il est là, il fait ce qu'il faut, il n'a pas disparu. Et pourtant, tu manges seul, même quand vous êtes à la même table. Tu parles dans le vide, même quand il répond. Tu tends la main vers quelqu'un qui se laisse toucher, mais ne touche plus en retour. Et tu commences à te demander si tu inventes, si tu es trop exigeant, si ce que tu cherches est réaliste, si les relations ressemblent tout à ça après un certain temps. Ce doute-là est l'une des choses les plus destructrices que le détachement silencieux produit. Il ne te brise pas d'un coup.
il t'érode, il te fait remettre en question ta propre perception de la réalité. Et une personne qui doute de sa propre perception ne peut pas prendre de décision saine pour elle-même. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ces dynamiques, le guide de Femme Claire, L'amour est une maladie mentale, ce que personne ne vous dit sur les relations modernes, aborde précisément ce type de mécanisme. Ce qui se joue sous la surface d'une relation qui semble normale, mais ne l'est plus vraiment. Comment reconnaître ces signes et comment reprendre pied dans sa propre réalité émotionnelle quand elle a été brouillée par trop de non-dits. Revenons à la question du début. Est-ce qu'il y a une différence entre l'infidélité et le détachement émotionnel? Ma réponse est oui et non. Oui, il y a une différence structurelle. L'infidélité est un acte externe, le détachement est un mouvement interne. L'une implique une tierce personne, l'autre non. L'une a une forme visible et nommable, l'autre est floue, diffuse, difficile à saisir. Mais non, il n'y a pas de différence fondamentale dans ce qu'ils produisent chez celui qui les vit. Les deux créent la même rupture de confiance. Les deux privent l'autre d'une vérité qui lui appartient. Les deux génèrent la même douleur de se rendre compte qu'on a investi dans quelque chose qui n'était plus là de la même façon sans qu'on nous le dise. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir lequel est pire. La vraie question est de savoir comment on se reconstruit quand on réalise que ce qu'on croyait vivre et ce qui se passait réellement étaient deux choses différentes. Et cette reconstruction-là commence par un seul endroit possible, la permission de nommer ce qu'on a vécu pour ce que c'est vraiment. Sans minimiser, sans dramatiser, juste avec la précision honnête de quelqu'un qui regarde sa propre expérience et lui donne le nom qu'elle mérite. Parce que ce qu'on ne peut pas nommer, on ne peut pas le traverser. Et ce qu'on ne traverse pas reste là, quelque part, à attendre. Et l'attente non résolue, elle a cette façon très particulière de se glisser dans la relation suivante, dans la méfiance, dans la difficulté à s'ouvrir, dans cette vigilance permanente qui guette les signes avant-coureurs d'une nouvelle disparition. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qu'il faut voir pour pouvoir s'en défaire. Et voir clairement, même quand c'est difficile, même quand ça oblige à regarder des choses qu'on aurait préféré ne pas savoir, c'est toujours le début de quelque chose de plus solide. Pas plus simple, pas plus confortable, mais plus réel.